En 2010, le Québec a accueilli 53 981 immigrants. Bon, disons, faisons un chiffron près de 54 000. C'est un nombre record. En fait, apparemment, on n'en a jamais eu autant. Ils sont principalement, là, à 84-85%, ils sont principalement installés à Montréal. Et il faut dire qu'entre 2006 et 2010, le Québec a reçu plus de 20% de l'immigration, plus d'immigrants en fait, de l'immigration canadienne. Donc c'est un chiffre sans précédent. C'est évident qu'on a ouvert les vannes, on a ouvert nos bras aussi à l'immigration parce que depuis plusieurs années, le consensus veut que l'immigration soit notre espèce de sauveur. Le Québec va être sauvé grâce à ce flot d'immigrants qui va arriver, qui va régler notre problème démographique, qui vont faire des bébés à notre place et en plus, ils vont prendre ces jobs, ils vont avoir des emplois spécialisés. Bref, ils vont permettre au Québec de connaître un essor économique. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Et dans ce livre qui est assez intéressant que je vous suggère, qui s'intitule « Le remède imaginaire, pourquoi l'immigration ne sauvera pas le Québec », on fait très clairement la démonstration que tout parti confondu, il y a personne au Québec là qui se lève pour dire excusez, mais l'immigration, c'est peut-être pas le sauveur tel qu'on le présente. Je vais vous présenter mon invité, Benoît Dubreuil, qui est chercheur postdoctoral en philosophie, qui est justement un des auteurs du Remède imaginaire. Merci d'être là, Monsieur Dubreuil. Merci de m'accueillir. C'est vrai que c'est un thème d'abord qu'on n'ose à peu près pas aborder, l'immigration, ne serait-ce que toujours de la même lorgnette, c'est-à-dire pour être inclusif, comme dirait Pauline Marois. Et vous dites là-dedans, c'est pas populaire de parler d'immigration, c'est un peu risqué d'ailleurs, parce que finalement, ça reste un grand tabou. Quand on parle d'immigration, on a tellement peur de se faire traiter de raciste qu'on peut juste être pour. Oui, il y a un peu de ça, quoique au cours des dernières années, on a eu beaucoup de débats très animés autour des accommodements raisonnables, de la laïcité, tout ça. Nous, on n'en parle pas du tout de ces questions-là dans l'ouvrage. C'est vraiment un ouvrage sur l'économie. Et la raison pour laquelle on l'a écrit, c'est que depuis il y a quelques années, quand ce mythe-là a commencé à se répandre, Guillaume et moi, on travaillait un peu sur ces questions-là. Moi, je faisais de la recherche. Guillaume Marois, l'autre auteur. Exactement, ouais. Guillaume Marois. Lui faisait de la recherche en démographie sur l'impact de l'immigration. Moi, je faisais de la recherche sur les politiques sociales, les politiques d'intégration à l'emploi, et on trouvait qu'il y avait un décalage qui était quand même assez spectaculaire entre ce qu'on pouvait lire dans la recherche et ce que l'on entendait. Et là, on se disait, mais voyons, si les gens continuent d'avoir cette idée-là, il va y avoir des attentes qui vont être extrêmement élevées, qui vont se créer, et c'est pas des attentes qui sont réalistes. Parce que ce qu'on entendait donc dans la sphère publique, c'était que l'immigration était bonne et c'était même salutaire que de la souhaiter en grand nombre. Et ce que vous aviez pu voir dans vos chiffres ou dans les données économiques, démographiques qui existaient, c'est que finalement, c'était pas si évident que ça. En fait, c'est ça. Donc, pour résumer les choses, peut-être l'argument de base, c'est que sur le plan démographique, c'est vrai que l'immigration contribue à rajeunir un petit peu la population. Donc ça, on ne nie pas ça. L'impact est légèrement positif. Mm-hmm. Cela dit, sur le plan économique, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est pas parce qu'on a une immigration qui rajeunit un peu la population que nécessairement l'impact économique va être bon. Ça dépend quels sont les résultats des immigrants sur le marché du travail. Donc nous, ce que l'on dit, c'est que si les résultats des immigrants sur le marché du travail sont plus défavorables que ceux des non-immigrants, alors là, peut-être que l'impact sur la prospérité réelle ne sera pas positif, peut-être qu'il va être neutre et peut-être qu'il va être légèrement négatif. Et là, on est extrêmement prudent, donc on met vraiment toutes les précautions nécessaires lorsqu'on parle. On dit au fond que l'immigration, pour des raisons à la base qui sont démographiques, elle ne peut pas vraiment changer les tendances lourdes qui sont à l'œuvre dans la société, ni du côté positif, ni du côté négatif. Donc vraiment, le message que l'on souhaite passer avec ce livre-là, c'est que c'est pas très judicieux de prendre cet argument-là et de le placer au fondement des politiques d'immigration. Donc, il y a toutes sortes d'autres considérations qui sont importantes avec l'immigration, que ce soit les considérations morales, humanitaires, culturelles, politiques, linguistiques, etc. Et ces considérations-là doivent être discutées, mais on veut tout simplement que les gens, peu importe ce qu'ils pensent par ailleurs de l'immigration, entendent ce que l'on a à dire, regarde notre démonstration et arrête d'utiliser des arguments qui ne tiennent pas la route. Donc, en résumé, ce que vous dites, c'est que l'immigration, à la rigueur, vous posez la question, pourquoi recevons-nous autant d'immigrants? D'ailleurs, vous dites, c'est une bonne question, mais il faut se la poser. Et vous avez trouvé la réponse? Non, en fait, nous, notre objectif dans l'ouvrage, ce n'est justement de ne pas donner une réponse à cette question-là, simplement de présenter quels sont les enjeux. Pour ce qui est
du nombre au Québec, c'est sûr qu'on va toujours recevoir beaucoup d'immigration. C'est-à-dire simplement, par exemple, avec les programmes fédéraux d'accueil des réfugiés ou du regroupement familial dont on ne parle pratiquement pas dans l'ouvrage, ça fait déjà environ 20 000 immigrants qui arrivent au Québec. Moi, je vous avoue que c'est le tableau, Benoît Dubreuil, qui m'a le plus surprise. Vous avez dans un des chapitres qui s'intitule « Mieux sélectionner », là, vous parlez de la sélection parce que c'est une chose qu'on entend depuis plusieurs années dans la sphère politique. Est-ce qu'on devrait pas mieux sélectionner nos immigrants, entre autres sur la question de la langue? Est-ce que ça serait pas mieux de prendre des immigrants qui parlent déjà français avant même qui viennent ici, donc dans leur pays d'origine? Puis là, vous rappelez que l'immigration au Québec fait partie d'une sélection que s'ils s'intègrent mal à l'économie, dans le fond, c'est peut-être on fait peut-être pas une bonne job pour les sélectionner, mais ce fameux tableau dont je vous parle, c'est tableau des immigrants admis au Québec selon certaines catégories. Puis quand on regarde les chiffres, vous venez de parler de regroupement familial et de réfugiés, on se rend compte là, c'est 34% des immigrants qui arrivent au Québec. Hein? Ça diminue un peu cette année. Ça, c'est les chiffres 2005-2009. Bon, mais mettons là, 34%, ne serait-ce qu'un, ça fait quand même, mettons 30%, ça fait 1 sur 3. Ouais. Ça veut dire un immigrant sur 3 ne vient pas pour faire des bébés et ne vient pas forcément pour travailler. C'est un réfugié. Oui. Et où c'est quelqu'un qui vient parce qu'il y a déjà sa famille ici. Puis dans le fond, c'est l'union des familles, c'est le regroupement familial. Tout à fait. Ça veut dire que dans le fond, au niveau de l'immigration économique, là, celle qui nous intéresserait, ce n'est que 60% de l'immigration. Il y a comme un gros bloc là qui nous échappe. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans cette immigration économique là qui fait 60-70% de l'immigration, c'est pas uniquement des gens que l'on sélectionne à proprement parler. Donc on sélectionne ceux que l'on appelle les requérants principaux qui composent à peu près la moitié de cette immigration économique. Donc, en bout de ligne, les gens qui sont vraiment sélectionnés, c'est à peu près un tiers de tous les immigrants. Donc, ça montre, en fait... donc, c'est pour ça que c'est pas étonnant, finalement, votre constat. Il est expliqué par ces chiffres. Il y a ça. Donc, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que il y a une grande partie des gens qui ne sont pas proprement sélectionnés. Qui sont pas sélectionnés à proprement parler. Et un autre aspect, c'est que ceux qui sont sélectionnés le sont à partir d'une grille qui n'est pas assez stricte, disons, pour faire en sorte que les gens qu'on sélectionne aient des bons résultats sur le marché du travail. Donc, c'est-à-dire que c'est assez facile en fait de se qualifier à la grille de sélection, tout en ayant des caractéristiques qui vont faire en sorte qu'on va avoir de la difficulté à s'intégrer sur le marché du travail. Après ce travail de recherche que vous avez fait avec Guillaume Marois, votre collègue là-dessus, vous en êtes venu à quelle conclusion? Je sais que vous n'êtes pas politicien, que vous voulez pas trop embarquer dans la sphère politique, mais bon, il y a votre livre, Joseph Facal l'a lu et il écrivait ces jours-ci il disait à ses lecteurs du Journal de Montréal cette année, si vous devez lire qu'un seul livre sur l'avenir du Québec, c'est celui-là. Donc c'est pas rien. Et puis c'est vrai que l'immigration, on l'a tellement peinte comme étant quelque chose qui allait nous sauver qu'effectivement, le fait d'en parler et de le présenter comme un remède imaginaire, j'imagine que vous avez quand même votre opinion là-dessus. Nous, notre objectif vraiment, c'est de réduire le décalage qui existe entre la perception pour qu'on se mette à parler des politiques d'une façon plus réaliste, de façon à ce qu'on comprenne vraiment c'est quoi les arbitrages que l'on doit réaliser. Moi, personnellement, je ne pense pas que l'économie est le principal critère qui doit être au fondement de nos politiques d'immigration. On pourrait dire, par exemple, au Québec que notre but, je donne un exemple un peu comme ça, mais on pourrait dire au Québec que notre but, c'est d'aller chercher le plus de gens qui sont susceptibles de s'intégrer en français et de minimiser les gens qui sont pas susceptibles de s'intégrer en français. Alors là, on pourrait dire, on sait que les résultats sur le marché du travail seront pas excellents, mais on est capable de vivre avec ça parce que nous, ce qu'on veut, c'est plus de francophones. On pourrait dire ça. Et ça serait tout à fait rationnel. Moi, je serais assez confortable avec cette idée-là. Donc, nous, on veut surtout pas donner le message que l'immigration, c'est uniquement quelque chose d'économique. On veut tout simplement que cette espèce d'argument-là, qui toujours vient parasiter le débat, les gens l'assènent vraiment à toutes les sauces pour essayer de un peu orienter le débat ou mettre fin au débat. Nous, on veut tout simplement mettre fin à ça, que le débat puisse évoluer. Hein. Ouais, c'est intéressant parce que je pense que c'est ce matin où effectivement, dans les pages forum du Journal de la Presse, il y a Yves Capuano, qui est un économiste, mathématicien, qui réagit justement à votre livre, Le remède imaginaire, pourquoi l'immigration ne sauvera pas le Québec, et qui dit qu'il est profondément choqué, lui, comme économiste et comme mathématicien, parce que votre livre est quand même présenté comme un livre économique, mathématique, assez technique, hein,
Et lui dit, dans le fond, c'est faux parce que c'est un réflexe de ceinture fléchée parce qu'on sait très bien qu'un immigrant coûte moins cher qu'un travailleur né au Québec. Donc, il y a là des gens, il dit le contraire de ce que vous dites finalement un peu, c'est que finalement, ce sont des gens dynamiques et il y a véritablement un vrai bilan économique. Le problème, c'est qu'il n'a pas pu lire l'ouvrage parce que l'ouvrage arrive en librairie aujourd'hui. Donc, moi, je suis tout à fait prêt à engager un débat avec le monsieur, mais je veux dire, je voudrais quand même qu'il regarde l'ouvrage et les à peu près 300 références scientifiques qui s'y trouvent avant de commenter. Donc, en général, ce que l'on dit, en fait, c'est que lui commente sur un extrait qui a été publié dans la presse. Et ce que l'on dit qu'en moyenne, les immigrants au Québec ont tendance à recevoir un peu plus de transferts gouvernementaux. Mais ça, c'est les chiffres du recensement de 2005. Ça inclut tous les transferts aux particuliers. Donc, c'est un petit peu plus élevé. Mais on dit aussi dans l'ouvrage, que le monsieur n'a pas lu, que c'est pas super important comme différence. Et ce qui est beaucoup plus important comme différence en réalité, c'est le fait que depuis 30 ans au Québec, les immigrants tendent à avoir des revenus qui sont significativement inférieurs à ceux des Québécois. Et nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a un impact très légèrement négatif sur l'économie, ça vient plutôt de ce biais-là. Pourquoi? Évidemment parce qu'on vit dans une société où l'impôt est progressif. Donc, si vous avez des revenus qui sont inférieur, vous payez quand même, ça vient assez rapidement que vous payez moins d'impôts. Donc, quand on regarde les données sur l'impôt payé par les immigrants et les non-immigrants, là, on trouve qu'il y a un écart qui est beaucoup plus considérable que pour les transferts gouvernementaux reçus. Mais bon, si le monsieur, une fois qu'il aura lu l'ouvrage, évidemment, n'est toujours pas satisfait de nos arguments, nous, on est très contents de continuer à en débattre. Mais vous ressortez aussi les problèmes d'intégration des immigrants.